19h, merci de nous rejoindre sur Al24 News. Madame, monsieur, bonsoir. À la une de l'actualité. 115e jour d'agression sioniste sur Gaza. Le bilan des victimes ne cesse d'augmenter. 26 637 Palestiniens ont été assassinés depuis le 7 octobre. Le Premier ministre palestinien Mohamed Shtaya souligne la nécessité pour l'entité sioniste d'adhérer à tout ce qui est stipulé dans la décision de la Cour internationale de justice de La Haye. Le désengagement unilatéral des autorités de transition malienne du processus de paix et de réconciliation issu du processus d'Alger est un marqueur du regain de tensions dans la région. Des canaux diplomatiques restent toutefois ouverts avec Bamako et la diplomatie algérienne déploie des efforts considérables afin d'éviter une escalade dans la région. Et puis les travaux de la première session de la commission bilatérale de promotion et de développement des régions frontalières algéro-tunisiennes débutent ce lundi à Alger pour définir une approche commune de développement de ces régions. Bienvenue à toutes et à tous. Si vous nous rejoignez, des dizaines de Palestiniens ont été tués ce lundi dans plusieurs bombardements ayant ciblé la bande de Gaza. Cela fait maintenant 115 jours que l'armée de l'occupation bombarde sans relâche l'enclave palestinienne, tuant plus de 26 600 innocents, en majorité des femmes et des enfants. Notez également que 65 087 personnes ont été blessées, en plus de milliers de disparus sous les décombres. Le drapeau des Nations Unies au-dessus des écoles de l'UNRWA n'empêche pas les forces de l'occupation sioniste de cibler ces mêmes écoles. Et des chars de l'armée sioniste ont bombardé à plusieurs reprises l'une de ces écoles située dans le quartier d'Arimal, à l'ouest de Gaza, tuant une dizaine de déplacés et en blessant d'autres. Et à propos de l'UNRWA, après les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Italie ou encore la France, c'est au tour du Japon et de l'Autriche d'annoncer le gel de leur financement à l'agence onusienne, des décisions qui surviennent au moment où l'Union européenne réclame un audit sur le fonctionnement de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens après les accusations sur la prétendue implication de certains de ses employés dans la riposte du Hamas du 7 octobre dernier. Les gens ici en général sont tous soignés par la clinique suédoise de l'UNRWA. Donc en arrêtant les médicaments sur les personnes âgées, elles mourront toutes. Le monde arabe tout entier devrait soutenir l'agence car c'est elle qui prépare les choses. Notre nourriture vient de l'UNRWA. Notre eau en vient. Toute notre vie en vient. Je souffre de diabète et d'hypertension artérielle. Où puis-je trouver mon traitement? De l'UNRWA. Où va la femme enceinte? Aux cliniques de l'UNRWA pour faire des tests et prendre des médicaments. Où pouvons-nous obtenir tout cela si l'aide s'arrête? Nous attendons leur aide d'heure en heure lorsqu'ils viennent vers nous. Israël a bloqué la route et rien ne peut entrer sauf par elle. Et justement, l'Organisation mondiale de la santé appelle les donateurs à ne pas suspendre le financement de l'UNRWA, après donc la décision des États-Unis et d'autres pays de suspendre leur financement à l'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens. Le directeur de l'OMS a sur son compte X souligné que la réduction du financement ne fera que nuire au peuple de la bande de Gaza qui souffre gravement et a un besoin urgent de soutien. Et alors que plusieurs pays, on l'a vu, ont décidé donc de geler leur financement, l'Espagne, de son côté, a annoncé maintenir ses relations avec l'UNRWA. C'est ce qu'a annoncé du moins le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Álvarez, devant le Congrès des députés. Il rappelle également que l'Agence des Nations Unies est indispensable pour soulager la situation humanitaire.
Toujours dans le dossier palestinien, sachez qu'un autre journaliste est tombé en martyr dans les bombardements qui ont ciblé Gaza ce lundi. Selon l'agence de presse palestinienne Wafa, des avions des forces de l'occupation sioniste ont pris pour cible la maison du journaliste Essam El-Loulou dans le centre de Gaza. Le journaliste El-Loulou, sa femme, son fils, sa belle-fille, mais également son petit-fils ont tous été tués lors de cette attaque. On rappelle également que depuis le 7 octobre, 121 journalistes ont été assassinés. La région de Khan Younes est quotidiennement ciblée par les frappes aériennes de l'occupant. Au moins 350 Palestiniens sont tombés en martyrs au cours des dernières 48 heures. Selon l'agence Wafa, les équipes médicales ne sont pas en mesure d'atteindre les dizaines de corps éparpillés dans les rues. Les habitants ont dû enterrer les morts dans la cour de l'hôpital Nasser, faute de pouvoir les emmener au cimetière de la ville. En Cisjordanie occupée, cette fois-ci, un jeune Palestinien a été lâchement assassiné ce matin dans la ville de Jénine. Le jeune homme avait à peine 21 ans et a succombé à ses blessures subies donc par les balles de l'occupation au ventre. Il vivait dans le village de Yamoun. Toujours en Cisjordanie occupée, 5 Palestiniens sont tombés en martyrs sous les balles assassines et de nombreux d'entre eux ont été blessés lors de plusieurs incursions de l'armée de l'occupation dans la région. L'armée sioniste poursuit d'ailleurs sa politique de répression en Cisjordanie. Les incursions, mais aussi les arrestations massives se sont intensifiées dans différents gouvernorats depuis le 7 octobre dernier. Et l'occupation cible tous ceux qui se déplacent à proximité de l'hôpital Al-Amal. Selon le Croissant Rouge palestinien, les forces de l'occupation continuent de cibler et d'assiéger l'hôpital pour le 8e jour consécutif. L'hôpital, où on le rappelle, le service de chirurgie a complètement cessé de fonctionner en raison de l'épuisement des réserves d'oxygène. Et le soutien au peuple palestinien ne faiblit pas. Justement, en soutien à la cause palestinienne, plusieurs manifestations se tiennent au quotidien dans les villes arabes et européennes, de Sofia en Bulgarie à Casablanca au Maroc. De nombreux manifestants ont brandi le drapeau palestinien et appelé à un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Armés de kéfiers, les manifestants ont également dénoncé le soutien de l'administration Biden au gouvernement de Benjamin Netanyahou dans ce génocide. Et puis nous le disions en titre, le Premier ministre palestinien Mohamed Shtaya a souligné la nécessité pour l'entité sioniste d'adhérer à tout ce qui est stipulé dans la décision de la Cour internationale de justice de La Haye. Shtaya s'exprimait lors d'une réunion avec son gouvernement à Ramallah, lors de laquelle il a qualifié la décision du tribunal d'importante d'un point de vue juridique, politique, mais aussi humanitaire, car l'acheminement de l'aide nécessite un cessez-le-feu, l'arrêt de l'agression et de permettre donc aux populations de rentrer chez elles. Le Premier ministre palestinien a également salué la décision du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, de renvoyer la décision de la Cour au Conseil de sécurité de l'ONU et d'exiger la fin de l'agression à Gaza. Et puis pour rappel, l'Algérie, pays membre non permanent du Conseil de sécurité, a, rappelle-t-on, convoqué une réunion du Conseil de sécurité pour entériner la décision de la Cour internationale de justice. Pékin, de son côté, espère une mise en œuvre efficace de la décision du tribunal de l'ONU sur Gaza. Wang Wenbin, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, a fait ces déclarations lors d'un point de presse à Pékin après qu'on lui ait demandé de commenter la décision de la CIJ selon laquelle l'entité sioniste devrait donc prendre toutes les mesures pour prévenir les actes de génocide et améliorer la situation humanitaire dans la bande de Gaza.
La Chine a pris note de la décision sur les mesures provisoires rendues pour la Cour internationale de justice, qui a été approuvée par une écrasante majorité des juges de la Cour. La décision répondait aux préoccupations partagées de la communauté internationale concernant la protection des civils, favorisant la désescalade des conflits régionaux, tensions et atténuer la crise humanitaire dans la bande de Gaza. Nous attendons avec impatience la mise en œuvre effective des mesures provisoires de la Cour. Voilà donc concernant le génocide à Gaza. Sachez également que l'entité sioniste ne s'arrête pas là. 4 citoyens syriens ont été tués et d'autres ont été blessés ce lundi à la suite de bombardements qui ont ciblé plusieurs points au sud de la capitale syrienne Damas. Une source militaire a déclaré dans un communiqué à l'agence de presse syrienne Sana que des avions de l'occupation sioniste avaient lancé une attaque aérienne depuis le Golan syrien occupé, ciblant ainsi un certain nombre de points au sud de Damas. Dans l'actualité également, la visite officielle du président du Conseil de souveraineté soudanais à Alger s'est achevée ce lundi. Abdel Fattah al-Burhan a plus tôt dans la journée effectué une visite au musée national du Moudjahed, puis s'est rendu à Jama al-Jazair accompagné de quelques membres du gouvernement. Il a été salué à son départ de l'aéroport international Houari Boumediene par le Premier ministre Nader al-Arbaoui. Le désengagement unilatéral des autorités de transition maliennes du processus de paix et de réconciliation issu du processus d'Alger est un marqueur du regain de tensions dans la région. Des canaux diplomatiques restent toutefois ouverts avec Bamako et la diplomatie algérienne déploie des efforts considérables afin d'éviter une escalade et de garantir un cadre de résolution politique permettant la préservation de la stabilité et de la paix au Mali, mais également dans la région. Les détails, Sofiane Baroudi. Malgré les tensions latentes engendrées par la dénonciation et le désengagement unilatéral des autorités maliennes de transition des accords de paix et de réconciliation issus du processus d'Alger, les canaux diplomatiques demeurent toujours ouverts et le contact n'a pas été rompu. L'objectif principal étant de garantir un cadre de stabilité et d'éviter une escalade qui aurait des conséquences très dangereuses sur le Mali lui-même et sur toute la région. Au-delà de la campagne diffamatoire teintée de néo-souverainisme exacerbé, ciblant les intentions de la médiation internationale, l'objectif de garantir la paix et la sécurité reste le cap fixé par la diplomatie algérienne pour le salut des peuples de la région. Alger maintient le contact avec toutes les parties, se mettant à équidistance et privilégiant une approche inclusive basée sur l'échange démocratique, l'implication des acteurs de la société civile et la construction de consensus permettant d'aller au-delà de l'environnement chrysogène qui marque l'atmosphère internationale dans une conjoncture aux allures critiques. Pour rappel, les accords de paix et de réconciliation issus du processus d'Alger revêtent le caractère d'un traité international, reflétant les efforts de plusieurs acteurs et consacrant un caractère multilatéral, respectant la souveraineté malienne, ainsi que le principe de défense de son intégrité territoriale. La question de la paix, de la sécurité et de la lutte contre le sous-développement au Sahel préoccupe la communauté internationale, notamment à la lumière du renforcement du phénomène du terrorisme fondamentaliste qui menace les équilibres régionaux et internationaux. À ce propos, le Conseil de sécurité des Nations Unies a renouvelé récemment son appel aux parties maliennes à s'impliquer sérieusement dans le processus de paix et de réconciliation issu des accords d'Alger, le considérant comme le seul cadre viable permettant la stabilisation de la situation par les voies politiques et pacifiques. L'Union africaine soutient également cette approche, privilégiant le dialogue et évitant le recours aux solutions militaires, considérées comme un facteur de tension et d'escalade, ouvrant le champ à des possibilités d'embrasement et éloignant l'horizon de toutes les solutions de sortie de crise. Pour rappel, l'Algérie a eu un rôle de premier plan pour stopper les velléités d'intervention militaire étrangère au Niger, considérant que cette option ne ferait que compliquer la situation et plongerait toute la région dans une configuration chaotique aux résultats incalculables.
Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a réitéré l'engagement de la diplomatie algérienne dans la défense des causes justes, mais aussi dans la médiation active, basée sur la recherche de solutions politiques, prônant la désescalade et le dialogue, et rejetant les ingérences étrangères de toute nature. La promotion du développement comme moteur de résolution des abcès sécuritaires et comme axe nécessaire pour lutter contre le fléau terroriste fait aussi partie des priorités de l'action diplomatique algérienne, dans l'objectif de permettre un regain d'espoir pour un avenir plus juste pour les peuples de la région et l'essor du continent. Dans ce contexte, l'Union européenne a regretté ce lundi la décision des autorités de transition maliennes de dénoncer l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger, affirmant que les populations civiles du nord du pays seront les premières à subir les conséquences de cette décision unilatérale. Dans l'actualité, toujours ouverture ce lundi du sommet Italie-Afrique à Rome. Le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, y représente le président Abdelmadjid Tebboune. Les travaux du sommet ont été marqués aujourd'hui par le débat de plusieurs questions relatives aux défis communs entre l'Afrique et l'Europe, dont la sécurité énergétique. Le ministre des Affaires étrangères a présenté à ce propos la vision de l'Algérie et ses efforts en tant que partenaire fiable, contribuant de manière concrète et efficace au traitement des défis et problématiques posés. Dans ce contexte, il est également prévu lors de ce sommet le lancement d'un nouveau plan de coopération entre les pays africains et l'Italie, baptisé Plan Mattei pour l'Afrique, lequel prévoit un programme d'investissement et de partenariat lié essentiellement au secteur de l'énergie. Les travaux de la première session de la commission bilatérale de promotion et de développement des régions frontalières algéro-tunisiennes ont débuté ce lundi à Alger pour définir une approche commune de développement de ces régions. Au menu, la sécurité des frontières, une nécessité impérieuse pour Alger et Tunis. Mohamed Ali Ben Chaban. La sécurisation des régions frontalières face aux menaces sécuritaires a été placée au centre des préoccupations des travaux de la première session de la commission bilatérale algéro-tunisienne. L'événement qui a débuté ce matin à Alger aura pour objectif de tracer une feuille de route commune pour le développement durable et la sécurisation des zones frontalières. En prolongement du bilan d'une coopération fructueuse à tous les niveaux et en consécration de la volonté commune des dirigeants des deux pays, le président de la République Abdelmadjid Tebboune et son frère tunisien le président Kais Saïed, ainsi que de leur démarche inlassable en vue de promouvoir la coopération bilatérale, notamment après la dernière visite effectuée par le président Tebboune en Tunisie, pays frère, en décembre 2021. Alger et Tunis reconnaissent le potentiel économique des régions frontalières et cherchent à identifier des initiatives visant à stimuler la croissance économique bilatérale. Face aux défis sécuritaires actuels, la sécurisation des frontières est une préoccupation majeure pour les gouvernements algériens et tunisiens. J'appelle les Walis à se focaliser sur la cristallisation de projets déterminés et réalisables selon une approche commune et équilibrée, conformément aux résultats de la réunion des Walis des wilayas frontalières tenue en 2018 en Tunisie. Nous travaillons tous les deux à renforcer la sécurité frontalière entre nos deux pays afin de protéger nos pays de la menace des groupes terroristes et des contrebandiers. Nous tenons à ce propos à mettre l'accent sur le travail en étroite collaboration entre nos services de sécurité au niveau du tracé frontalier commun entre nos deux pays. L'Algérie et la Tunisie s'engagent à renforcer leur coopération en matière de surveillance et de lutte contre les menaces transfrontalières. Les deux nations aspirent à créer un environnement propice à un développement durable et équilibré, tout en assurant la sécurité et la prospérité des populations locales. Et direction la Côte d'Ivoire pour parler football.
Le Cap-Vert, sorti leader de son groupe, affronte la Mauritanie, invitée surprise de ses huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Les deux équipes s'affrontent en ce moment même au stade Félix d'Abidjan, une rencontre entre deux équipes qui ont fait sensation lors de cette CAN 2023. Pour l'heure, le score est toujours de 0 partout. Et puis le quart de finale de cette CAN 2023, programmé le 2 février prochain, opposera la Guinée à la République démocratique du Congo. La Guinée qui s'est qualifiée dimanche en s'imposant avec 1-0 lors des huitièmes de finale face à la Guinée équatoriale. De son côté, la RDC a éliminé les Pharaons d'Égypte lors de la séance des tirs au but, un match interminable qui les a finalement déclarés vainqueurs. Et puis à autre affiche de ce lundi pour ces huitièmes de finale, le champion en titre, le Sénégal, affrontera le pays hôte, les éléphants de la Côte d'Ivoire, ce soir à partir de 21h à Yamoussoukro. Une rencontre qui s'annonce plutôt électrique, comme nous en parle Salah Faisal. Les éléphants de la Côte d'Ivoire sont revenus des ténèbres. Après un premier tour catastrophique, une qualification miracle avec 3 points qui les place 3e du groupe. Une seule victoire contre 2 défaites, dont une humiliation contre la Guinée équatoriale. Un bilan négatif mais pas définitif. La Côte d'Ivoire a survécu. Idriss Diallo a déjà tourné la page. Le sélectionneur Gassé limogé. Emers Faé, finaliste en 2006 avec la Côte d'Ivoire, assure l'intérim. Il y a toujours de la pression quand vous êtes entraîneur, parce qu'on sait que très souvent, quand il y a des défaites, c'est souvent les entraîneurs qui sont pointés du doigt. Donc oui, je suis sous pression. Après, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça fait longtemps que je suis dans le foot. La pression, je l'ai connue aussi en tant que joueur. En tant qu'entraîneur, je vais la découvrir demain. Mais si je n'étais pas prêt à la supporter, j'aurais décliné la proposition du président de récupérer l'équipe en intérim et je serais resté dans mon coin à ne pas prendre de risques et à laisser le train passer. Mais comme ce n'est pas ma personnalité, comme je suis quelqu'un d'ambitieux, quelqu'un qui n'a pas peur aussi des défis, donc on va aller devant, on va aller affronter le Sénégal et puis après il se passera ce qui se passera. Mais dans la capitale, Yamoussoukro se tiendra la finale avant l'heure. La Côte d'Ivoire, pays hôte, face au Sénégal, champion en titre. Un Sénégal d'Aliou Cissé en forme, leader de son groupe avec 9 points, 3 victoires, la meilleure défense avec un seul but encaissé et la meilleure attaque avec 8 buts, une moyenne de 2,7 buts par match. Le Sénégal est sans doute favori. L'environnement du match, c'est une chose aussi. Mais en réalité, ce qui va être important pendant 90 minutes, pendant plus de 90 minutes, parce que c'est un match, encore comme je l'ai dit, d'éliminatoire direct. Ça peut se jouer pendant les 90 minutes. On peut aller aux prolongations, on peut aller au tir au but. Ce qui est important pour nous, c'est surtout rester vraiment focus sur ce match. Le Sénégal affrontera une équipe ivoirienne revancharde, une équipe qui n'a rien à perdre, une équipe qui joue à domicile et qui sera soutenue par ses supporters. La CAN ivoirienne est certainement la CAN surprise. Les pronostics tombent à l'eau, des équipes qui perdent et qui gagnent au bout des matchs. Les éléphants face aux lions de la Teranga, c'est ce lundi à 21h pour une place au quart de finale. Voilà donc Sénégal-Côte d'Ivoire, c'est ce soir à partir de 21h. Un mot d'énergie dans cette édition. L'Algérie, un fournisseur sûr et fiable pour l'Europe. C'est ce qu'a déclaré depuis la wilaya de l'Arwat le ministre algérien de l'énergie et des mines, Mohamed Arkab. Lors d'une visite de travail et d'inspection à Hassermel, le ministre a déclaré que le gisement local était une fierté, étant le plus grand gisement de gaz en Afrique et le 4e à l'échelle mondiale. Il a également souligné que la réception du projet Boosting 3 avec sa 2e station durant l'année 2026 permettra de porter le taux d'exploitation du gaz de 65% à 96%.
Présidentielle en Russie, les autorités russes ont annoncé ce lundi avoir validé la candidature de Vladimir Poutine à l'élection présidentielle de mars prochain. Un opposant, Boris Nadjeldine, tente encore de faire valider sa candidature qui suscite un certain engouement inattendu. Ces dernières semaines, des dizaines de milliers de Russes se sont mobilisés pour signer la pétition nécessaire à l'enregistrement de sa candidature. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée sur Al24 News.